Chers collègues, je vous remercie pour l'invitation de participer au 9e congrès de la Société algérienne de médecine de la reproduction. Je suis désolé de ne pas pouvoir être en personne avec vous, mais je suis obligé de vous parler de loin et de vous adresser cette présentation qui a été enregistrée 2 jours avant votre congrès. Et je suis très content de pouvoir échanger avec mon ami Pietro Santulli sur la prise en charge des patientes avec endométriose profonde et désir de grossesse. Et plus précisément, j'étais chargé à expliquer la chirurgie aux spécialistes AMP. Et par conséquent, on va commencer par le premier diapo qui dit très clairement que l'endométriose profonde, c'est une maladie sévère qui est souvent associée à l'infertilité, qui concerne les femmes jeunes qui ont un désir de grossesse et que par conséquent, il y a un vrai dilemme comment les gérer. Faut-il les opérer ou faut-il déjà, faut-il laisser tenter une grossesse naturelle sans leur faire quoi que ce soit? Faut-il les opérer ou faut-il proposer une prise en charge AMP? Je vais Je ne vais pas parler de l'endométriose des ovaires, même si vous trouvez que c'est très intéressant, parce que ça fait déjà pas mal d'années qu'on sait que la chirurgie des endométriomes par cystectomie altère la réserve ovarienne, surtout si les endométriomes sont gros, surtout si les endométriomes sont bilatéraux et si la chirurgie est répétée. C'est pour cette raison que j'ai pratiquement arrêté de faire la cystectomie chez les patientes avec un désir de grossesse à partir de 2010. Et j'essaye toujours de faire autre chose, soit drainer, soit vaporiser, soit traiter par alcool. Mais je voudrais juste souligner que le fait d'avoir une patiente avec endométriose profonde et un endométriome ne contre-indique pas la chirurgie. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'elle a un endométriome qu'il ne faut pas toucher du point de vue chirurgical, parce que la chirurgie des endométriomes ou la non-chirurgie des endométriomes peut être dissociée de la chirurgie de l'endométriose profonde. Donc, la chirurgie des endométriomes peut être réalisée à minima si on a peur d'abîmer la réserve ovarienne. Par contre, rien ne vous empêche de traiter complètement la chirurgie de l'endométriose profonde lorsqu'elle est symptomatique. Lorsqu'on parle de l'endométriose profonde, on se focalise presque, enfin très rapidement sur l'endométriose colorectale. Pourquoi? Parce que l'endométriose colorectale, c'est le type le plus fréquent d'endométriose sévère. On opère à peu près 1500 cas en France tous les ans. Et parce qu'il y a une littérature quand même très riche à ce sujet, donc on a une idée assez précise de ce qui se passe en termes de fertilité après cette chirurgie. Et puis, pas dernièrement, parce que la plupart de mes patientes présentent une endométriose digestive. Donc, j'en opère à peu près 200 patientes par an et une moitié ont un désir de grossesse soit immédiat, soit à court terme. Normalement, dans la vie de tous les jours, lorsqu'une patiente arrête sa pilule vers l'âge de 30 ans et souhaite avoir une grossesse, et après l'arrêt de la pilule, elle présente des douleurs qui font penser à une endométriose, et encore plus loin, elle a une IRM qui montre l'endométriose colorectale, donc dans ces conditions-là, la patiente va consulter un spécialiste qui va lui poser trop souvent, à mon goût, la question: quelle est votre priorité? Les douleurs ou la grossesse? Si on pose la question de cette façon, quelle est votre priorité, signifie que la patiente ne peut pas avoir les deux à la fois, donc elle va privilégier bien entendu la grossesse parce qu'elle est déjà terrorisée par l'idée d'être infertile. Or, je pense que la question ne doit pas être posée de cette façon et on doit tout simplement lui dire que dans sa situation, on a plusieurs traitements à lui proposer, comme par exemple la chirurgie ou la fécondation in vitro. Dans ces cas, la patiente ira un petit peu plus loin pour comprendre ce qu'elle doit choisir. Elle va demander: si vous faites la fécondation in vitro sans chirurgie,
quelle est à peu près mes chances d'être enceinte? Et la réponse est un taux de grossesse attendu entre 43 et 68%. Pourquoi? Parce qu'il y a deux études dans la littérature, notamment, qui sont réalisées à Paris. Le premier par Marcos Ballester il y a 10 ans, qui a suivi 75 patientes présumées être infertiles avec endométriose colorectale. Et il a observé qu'après une, deux ou trois cycles de fécondation in vitro, 43% ont réussi à être enceintes et 32% ont accouché. Et ceci lui a permis à estimer le taux de grossesse qui pourrait être observé si toutes les patientes avaient un, deux ou trois cycles. Il a constaté que si toutes les patientes avaient trois cycles de fécondation in vitro, 68% pourraient être enceintes. L'étude a été quelque part, une étude similaire a été réalisée par l'équipe de Pietro Santulli sur 101 femmes avec des endométrioses colorectales sévères. Hein. 63% avaient des endométriomes, presque toutes avaient de l'adénomiose. Et donc, ces patientes, sans avoir chirurgie, ont eu des fécondations in vitro jusqu'à 4 cycles, ce qui a permis aux auteurs de constater que si toutes les patientes allaient jusqu'au bout de la prise en charge AMP, on pourrait espérer 73% de grossesse et 64% de naissance. Donc, pas très loin de ce que Marcos a observé. Et les deux auteurs ont constaté que plus on fait des fécondations in vitro, mais moins on a des bénéfices, c'est-à-dire le taux de grossesse supplémentaire apporté par chaque fécondation in vitro diminue au fur et à mesure qu'on répète les procédures, ce qui est tout à fait logique. Alors la patiente va poser la question, bon, et si jamais vous m'opérez, quel serait le taux de grossesse que je pourrais attendre? Et la réponse est probablement 80% ou jusqu'à 80%. Et ce sont des chiffres que j'ai communiqués moi-même. Ici, vous avez une population des patients qui ont été incluses dans une étude randomisée qui comparait la chirurgie radicale à la chirurgie conservatrice des endométrioses rectales sévères. Donc, ce sont des patients qui ont eu un suivi très, très, très rigoureux, pratiquement pas de perdu de vue. Et nous avons constaté que 4 à 6 ans après la chirurgie, parmi les 37%, 37 femmes qui avaient une intention de grossesse après la chirurgie, 81% avaient été enceintes, dont une majorité naturellement. Parmi ces patientes, 63% étaient connues comme étant infertiles avant la chirurgie. Et elles ont eu la chirurgie. Et ces patientes-là, donc infertiles, ont été enceintes dans 74% des cas, avec pareil, plus de conceptions naturelles que des conceptions en fécondation in vitro. Donc ce taux, il est comparable à celui rapporté par Pietro dans l'étude de fertilité and sterility. Donc nous avons à peu près le même taux de grossesse. Par contre, nous avons une moitié des conceptions naturelles et bien sûr, nous avons aussi enlevé l'endométriose. Ce qui est intéressant est que dans cette étude, nous avons comparé les patientes, enfin le délai jusqu'à la conception des patientes qui tentaient naturellement et de celles qui avaient une fécondation in vitro. On a constaté que lorsqu'on envoie les patientes en conception naturelle, elles sont enceintes plus rapidement que lorsqu'elles bénéficient d'une fécondation in vitro, ce qui est logique parce qu'il y a des délais de rendez-vous qui sont parfois incompressibles. Et ça veut dire que lorsque on dit il faut envoyer tout de suite la patiente en fécondation in vitro parce qu'on est pressé, ben on a parfois tort. Parce que parfois, nous avons observé qu'on accouche plus rapidement, qu'on est enceinte plus rapidement lorsqu'on tente une grossesse naturelle dans les bonnes conditions. La patiente peut aussi poser la question, mais est-ce que vous avez des données sur des études qui comparent directement dans la même population la chirurgie à la fécondation in vitro? Et nous avons deux types de lésions, deux types d'études de ce genre. Tout d'abord, une étude de Sao Paulo réalisée il y a 13 ans où les femmes avec endométriose profonde et infertilité on leur proposait de choisir entre chirurgie suivie par fécondation in vitro et fécondation in vitro seule.
Et les auteurs ont constaté plus de grossesses dans le groupe des femmes qui a été opéré, mais le bémol est que le nombre de tentatives a été quand même assez bas, enfin en moyenne moins de 2 tentatives. Mais lorsqu'on regarde dans cette série le nombre de patientes qui ont accouché naturellement et qui n'ont pas été inclus, si vous voulez, dans l'étude qui comparait fécondation in vitro à la chirurgie suivie par fécondation in vitro, on constate qu'il y avait aussi des grossesses naturelles et que les grossesses naturelles étaient quand même 2 fois plus ou 2 fois et demi plus fréquentes dans le groupe des patientes opérées, donc globalement un taux de grossesse supérieur dans le groupe des patientes opérées. Et les mêmes données ont été observées dans une étude qui a réuni des patientes opérées à Rouen, à Lille et à l'hôpital Tenon de Paris, où nous avons constaté que lorsqu'on fait la chirurgie avant la fécondation in vitro, on augmente le taux de grossesse après chaque cycle de fécondation in vitro. Et c'est sur ces données que sont basés, si vous voulez, le calcul du nombre de sujets nécessaires des 2 études randomisées qui sont actuellement en cours dans le monde. La première étude, c'est EndoFert qui compare la chirurgie suivie par FIV à la fécondation in vitro seule. Le deuxième, c'est EFFORT qui est réalisé par l'Université d'Aarhus et notre clinique en collaboration. Donc, c'est une étude bicentrique et qui compare la chirurgie suivie par conception naturelle ou fécondation in vitro versus fécondation in vitro. Mais vous devez être très patient pour avoir le résultat. À mon avis, elles ne vont pas être disponibles avant plusieurs années. Eh bien, la patiente peut dire, bon d'accord, vous faites la chirurgie, mais on m'a dit que la chirurgie, quand même, elle est compliquée et surtout qu'il y a des complications. Est-ce que ces complications-là n'annulent pas le bénéfice en termes de grossesse naturelle, par exemple? Et bien sûr, l'endométriose colorectale, la chirurgie de l'endométriose colorectale, elle est compliquée, on le sait. Il y a aussi des complications. Néanmoins, les complications les plus sévères, qui sont les fistules digestives, surviennent dans une femme sur 30. Et donc, les 3% de taux de fistule doit être comparé quand même, mis en balance avec le taux de grossesse quand même très élevé, avec une majorité de grossesse naturelle, avec l'amélioration à long terme de la qualité de vie et des douleurs, et un taux de récidive quand même très, très faible. Et selon moi, la balance est quand même déséquilibrée vers le bénéfice. Et puis, même si les patients ont une complication sévère de type fistule digestive ou abcès, ça ne veut pas dire que leur fertilité est complètement bousillée. Loin de ça, parce que nous avons constaté que même les patientes qui sont réopérées pour des complications sévères ont quand même 40% de grossesse avec une majorité des conceptions naturelles. Après, la patiente peut poser la question, OK, d'accord, chirurgie, mais j'ai une réserve ovarienne qui est un petit peu faible. On m'a dit qu'il ne faut pas que je me fasse opérer parce que mes ovaires ne répondront plus à la fécondation in vitro. Eh bien, c'est exactement la question qui s'est posée Edgardo Somigliana au dernier congrès d'endométriose de Bordeaux en juin. Et sa réponse a été assez claire. Donc, c'est justement chez ces patientes-là que la chirurgie peut être efficace parce que c'est justement chez ces patientes-là que nous avons des moins bons résultats en fécondation in vitro. Effectivement, nous avons observé ça dans une série de patients, de 180 patientes avec endométriose stade 3 et 4 et désir de grossesse. Et nous avons stratifié les patientes selon le taux d'AMH supérieur à 2, 1, 2 et inférieur à 1, donc des réserves ovariennes quand même très basses. Et nous avons constaté que même dans ce troisième groupe, nous avons 68% de grossesse avec une augmentation évidente du taux de conception naturelle. C'est-à-dire justement, dans ce groupe-là, la fécondation in vitro marche moins bien. Et donc, c'est ce résultat, je pense qu'il est
en faveur d'une indication chirurgicale chez les patientes avec réserve ovarienne basse. La patiente après peut dire, OK, mais si vous ne m'opérez pas, si je fais 1, 2, 3, 4 cycles de fécondation in vitro, est-ce que j'encours aucun risque? Eh bien, Pietro va dire non. Moi, je vais dire quand même oui, peut-être, hein, parce que j'ai rapporté une étude où des patientes qui avaient plusieurs IRM, on pouvait suivre l'évolution des nodules d'endométriose colorectale entre deux IRM. Nous avons constaté que chez les patientes qui n'avaient pas une aménorrhée en continu, c'est-à-dire précisément celles qui souhaitaient avoir une grossesse, il y a une augmentation évidente, dans 40% des cas, des nodules d'endométriose qui peuvent changer, si vous voulez, le type de chirurgie ou peuvent changer le taux de complications attendu après la chirurgie. Et puis, sincèrement, je ne vois pas très bien quel est l'intérêt d'un spécialiste AMP de vouloir mettre l'aiguille pour chercher les follicules dans un pelvis gelé où il y a toujours un risque de blesser une veine ou perforer le rectum, tandis qu'après la chirurgie, on peut vous rendre des pelvis qui sont vraiment très propres et faciles à ponctionner. Maintenant, après cette présentation, je voudrais que vous reteniez un point clé. La chirurgie de l'endométriose colorectale ne rend pas les femmes infertiles. J'ai entendu ça plusieurs fois, ce sont des fake news. Ce n'est pas vrai du tout. Par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quelle chirurgie. Il faut être à peu près entraîné pour avoir des résultats comme celles que je vous ai présentées. Et dans tous les cas, il ne faut pas avoir des idées fixes et de vouloir proposer la même prise en charge à toutes les patientes. C'est-à-dire la prise en charge de l'endométriose avec ou sans désir de grossesse, ça ressemble, selon moi, à la haute couture, où il faut vraiment prendre les mesures de la patiente pour lui faire quelque chose qui lui va parfaitement bien. Et donc, ce n'est pas du prêt-à-porter. Et je pense que le message de ma présentation est que donc on ne peut pas formuler une recommandation précise parce que les deux études randomisées sont encore en cours, mais les deux études randomisées ont comme but de montrer une supériorité du taux de grossesse dans le bras chirurgical. Donc ça, il faut le retenir. Il faut également retenir que la chirurgie de l'endométriose, lorsqu'elle n'est pas bien faite, peut rendre les femmes infertiles, notamment lorsqu'on fait des cystectomies sur les ovaires, sur de gros cystes bilatéraux ou récidivés. Donc, il faut quand même faire très attention à qui on pratique la chirurgie et comment on la fait. Mais que si la chirurgie est faite intelligemment, nous avons un taux de grossesse total qui est quand même très bon, peut-être même supérieur à celui obtenu par fécondation in vitro, et surtout, on a un taux de grossesse naturel qui est très bon, avec, bien sûr, les bénéfices en termes de douleur et symptômes. Et si malgré tout, vous n'avez pas un chirurgien de l'endométriose sévère sous la main et vous partez en prise en charge AMP, je vous conseille quand même de faire dès le départ une très bonne évaluation par imagerie de l'endométriose pour savoir d'où vous partez si vous ne prenez pas des risques à retarder la chirurgie. Demandez l'avis à un chirurgien expérimenté, donc qui a de l'expérience de cette chirurgie, et de proposer vraiment un traitement sur mesure et surtout ne pas oublier entre deux tentatives de grossesse, entre deux cycles de fécondation in vitro, d'administrer la pilule en continu pour induire une aménorrhée, pour essayer de figer l'endométriose, la maladie, dans l'état où vous l'avez trouvée. Et je vous remercie beaucoup pour votre invitation et je vous souhaite un excellent congrès. Je suis disponible pour quelques questions et je vous laisse en compagnie de Pietro.